Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu de ce type. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre histoire familiale commencerait à s'effriter d'une manière aussi silencieuse, presque imperceptible, comme une fissure fine sur le mur d'une maison que l'on habite depuis des décennies et que l'on croit indestructible. Pendant longtemps, j'ai pensé que je comprenais mon fils, que je pouvais deviner ses mouvements, ses besoins, ses peurs, même lorsqu'il ne disait rien. Une mère développe avec les années une sorte d'instinct ténu, un radar interne qui s'active à la moindre anomalie. Mais cette fois-ci, mon instinct n'a pas été assez rapide. Ou peut-être ai-je refusé d'écouter ce qu'il essayait de me dire en silence. Tout a commencé par de très petits détails, presque invisibles, comme des pièces de puzzle dont on ne sait pas encore qu'elles font partie d'une image plus vaste. Je remarquais parfois que certaines factures étaient légèrement plus élevées que prévu, que des retraits étaient effectués sur mon compte à des heures où je savais très bien que je ne touchais jamais à mes économies, que de petites sommes disparaissaient d'un tiroir où je gardais de l'argent liquide pour les dépenses rapides. Je me disais que je devais être distraite, que je vieillissais peut-être un peu plus vite que je ne le pensais, que les jours se ressemblaient, que la fatigue jouait des tours à ma mémoire. Je n'osais pas imaginer que la raison pourrait être plus simple, plus douloureuse, plus dérangeante, quelqu'un prenait cet argent. Et ce quelqu'un vivait sous mon toit. Je repensais souvent à mon fils lorsqu'il était plus jeune. Il avait ce regard vif, curieux, un mélange d'innocence et d'ambition. Il parlait de tout ce qu'il voulait accomplir, de toutes les choses qu'il ferait pour nous, comme il disait. Je le voyais comme un garçon généreux, sensible, encore fragile, façonné par les épreuves que nous avions traversées ensemble. J'étais persuadée que la vie finirait par lui offrir un chemin droit, clair, stable. Mais la vie ne donne jamais ce que l'on croit mériter. Elle donne ce que l'on ose prendre, parfois ce que l'on arrache aux autres. Lorsque les disparitions d'argent se firent plus fréquentes, je commençais à ressentir une sensation de malaise, quelque chose de froid qui se glissait dans mes pensées et restait là, immobile et lourd. Une forme de trahison sans visage. Une possibilité que je refusais encore de mettre en mots. Je me disais qu'il avait peut-être des problèmes dont il ne parlait pas, des dettes, des erreurs de jeunesse. Mais pourquoi ne pas venir vers moi? Pourquoi ne pas demander de l'aide? Pourquoi tout faire dans le secret? Cette idée me hantait tellement que je me mis à observer mon propre foyer avec un regard différent, comme si je vivais soudain chez quelqu'un d'autre. J'étais attentive à chaque mouvement, chaque porte qui s'ouvrait, chaque pas dans le couloir, chaque bruissement qui venait de sa chambre. Je savais que quelque chose clochait, que sa manière de se comporter changeait, qu'il entrait et sortait comme s'il devait constamment vérifier son propre reflet dans le monde extérieur. Et puis un jour, presque par hasard, j'ai surpris un geste. Le genre de geste que l'on n'oublie jamais, même si on passe sa vie à essayer de l'effacer. Mon fils fouillait dans l'armoire où je gardais mes économies. C'était rapide, précis, sans hésitation. Comme quelqu'un qui avait déjà fait ce parcours plusieurs fois. Comme quelqu'un qui savait exactement où chercher, combien prendre pour que ça ne se voie pas trop vite. Je suis restée là, figée derrière la porte entrebâillée du couloir, témoin d'une scène que je n'aurais jamais voulu regarder. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas une pièce maîtresse, pas un grand pilier de mon être, non, quelque chose de plus subtil, de plus intime. Comme si un fil invisible reliant mon cœur à celui de mon enfant venait d'être sectionné d'un coup sec. Je ne ressentais ni colère, ni haine, ni même déception. Ce que je ressentais, c'était une fatigue profonde, presque ancienne. Une lassitude que seules les trahisons silencieuses savent réveiller. Je ne suis pas intervenue. Je n'ai rien dit. J'ai reculé doucement, sans faire de bruit, laissant mon fils prendre ce qu'il voulait. Je voulais comprendre d'abord. Je voulais observer jusqu'où il irait. Je voulais mesurer la profondeur de cette faille dans notre relation.
Le soir même, je me suis assise à la table de la cuisine, seule, dans le silence, et j'ai laissé mes pensées se déployer comme une mer sombre. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais sacrifié pour lui, de toutes les fois où j'avais choisi son bien-être au détriment du mien, de toutes les nuits où je m'étais inquiétée, de tout l'amour que j'avais donné sans compter. Et voilà où j'en étais, une mère qui espionne son propre fils pour comprendre à quel moment exact il a commencé à la voler. Mais cette nuit-là, alors que je contemplais mes mains posées sur la table, j'ai senti quelque chose d'autre se former en moi. Pas du ressentiment. Pas du désespoir. Plutôt une idée. Une direction. Un début de stratégie. Je n'allais pas le confronter. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni mendier des explications. Je n'allais pas chercher à réparer ce lien qui semblait déjà irrécupérable. Non. J'allais faire quelque chose de plus calme. De plus précis. De plus éducatif. Je n'étais pas une femme vindicative. Mais je n'étais plus une femme naïve non plus. J'ai commencé par observer ses habitudes. Ses allées et venues. Ses dépenses soudaines. Ses achats inexplicables. J'ai compris qu'il utilisait mon argent pour financer un style de vie qu'il n'avait pas les moyens d'assumer, soirées, vêtements, gadgets, dettes cachées. Rien de vital, rien de nécessaire. Un gouffre qu'il essayait de remplir avec mon sacrifice. Plus j'observais, plus une vérité inconfortable se dessinait, mon fils ne prenait pas cet argent par besoin, mais par facilité. Parce qu'il savait que je ne dirais jamais non. Parce qu'il savait que j'étais toujours là pour rattraper ses erreurs. Parce qu'il avait grandi avec l'idée que sa mère serait toujours un refuge, même pour ses abus. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Une décision lente, mûrie, réfléchie. Une décision sans violence, sans éclat, mais qui allait changer le cours de notre relation. Peut-être même de sa vie. Je me suis dit que si mon fils voulait vivre de ce que je possédais, alors je devais lui montrer ce que cela signifiait réellement. Je devais lui montrer ce que c'est que de perdre quelque chose qu'on tient pour acquis. Je devais lui apprendre, sans un mot, qu'aucun acte n'est sans conséquence. Je n'étais pas prête à pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'étais prête à lui montrer que je voyais tout. Et que je n'avais pas l'intention de rester une victime silencieuse plus longtemps. Et c'est là que tout a commencé réellement. Le début de ma petite revanche. Calme, méthodique, presque imperceptible. Mais terriblement efficace. La suite allait lui révéler ce qu'il n'aurait jamais imaginé de sa propre mère. Je savais que pour avancer dans cette situation, je devais garder mon calme, car une réaction brutale aurait seulement créé un conflit direct qui ne résoudrait rien et ne lui ferait pas comprendre la portée de ses actes. Je ressentais au fond de moi une lente transformation, comme si la douleur s'était muée en lucidité, et la lucidité en détermination. Pendant des années, j'avais porté sa vie à bout de bras, j'avais rattrapé ses erreurs, ses égarements, ses caprices. Et maintenant que je voyais clairement ce qu'il était en train de devenir, je savais que le moment était venu de lui apprendre quelque chose que personne d'autre que moi ne pourrait lui enseigner, la conséquence, la responsabilité, et surtout la perte. Parce qu'il n'y a rien au monde qui réveille autant qu'une perte qu'on n'a pas vue venir. Les jours suivants, je continuais à l'observer comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison, cachée derrière un voile de silence. Je le voyais entrer dans ma chambre en croyant que je ne le remarquais pas, je le voyais fouiller avec une habileté presque habituelle, je le voyais évaluer ce qu'il pouvait prendre sans attirer mon attention. Il ne montrait aucune hésitation, aucun remords visible. Et chaque fois, une part de moi se retirait un peu plus loin de lui. Je continuais à l'aimer, bien sûr, comment peut-on cesser d'aimer un enfant? Mais cet amour avait changé de couleur. Il n'était plus chaud, vibrant, instinctif. Il était devenu plus froid, plus dur, comme une pierre polie par l'usure du temps. Un soir, je pris une longue inspiration et je compris que le plan devait commencer. Ce plan, simplissime dans sa structure, mais redoutable dans ses implications.
Je fis d'abord quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, je vidai entièrement ma cachette. Tout le liquide que je gardais depuis des années, tout l'argent mis de côté pour les urgences, les imprévus, les réparations de la maison, les cadeaux pour les petits-enfants que j'espérais un jour avoir, tout disparut de ce tiroir qu'il croyait maîtriser. Je déplaçai chaque billet, chaque pièce, ailleurs, dans un endroit qu'il n'aurait jamais pensé inspecter, car il ne connaissait pas cette part de moi. Je cachai également mes documents bancaires, mes carnets, tout ce qui pouvait lui permettre d'accéder à mes comptes. Le lendemain, je regardai la scène se dérouler comme une pièce de théâtre silencieuse. Il entra dans ma chambre avec l'assurance de quelqu'un qui croit exercer un droit non dit. Il ouvrit le tiroir, constata le vide, s'arrêta quelques secondes, surpris. Je pouvais presque sentir la confusion traverser son esprit à distance. Je restai dans la pièce voisine, immobile, écoutant à travers le mur le léger bruit de ses mains fouillant frénétiquement, comme un animal cherchant une dernière miette de nourriture dans un coin déserté. Il ne trouva rien. Et le silence qui suivit me sembla d'une intensité presque palpable. Ce premier choc n'était que le début. Ensuite, discrètement, je mis en place la seconde étape de ma décision. Je pris rendez-vous avec ma banque et je déclarai plusieurs opérations suspectes. J'expliquai calmement que quelqu'un accédait à mes comptes à mon insu, que je voulais placer les fonds ailleurs, que je voulais limiter les accès, changer les mots de passe, fermer les anciennes cartes et en ouvrir de nouvelles. La conseillère me regarda avec empathie, pensant probablement que j'étais victime d'un vol extérieur, d'une escroquerie numérique, d'un inconnu malveillant. Je préférais qu'elle pense cela. C'était moins humiliant, et cela me donnait le sentiment de reprendre le contrôle sans exposer la vérité. À partir de ce moment-là, tous mes comptes furent verrouillés comme une forteresse. Mon fils n'avait plus aucune prise sur mes finances, et il ne tarderait pas à le découvrir. Je savais qu'il le découvrirait rapidement, car je connaissais sa manière de faire. Je savais qu'il essaierait de retirer de l'argent dans la semaine, et que le refus lui tomberait dessus comme une douche froide. Je visualisais presque son visage, la surprise, l'agacement, puis l'incompréhension qui s'installerait. Je ne cherchais pas à l'humilier. Je voulais simplement lui montrer que rien dans cette vie n'est éternel quand il est bâti sur le mensonge. Le troisième élément de ma petite vengeance était encore plus subtil. Je me mis à réduire doucement, sans qu'il ne puisse le remarquer immédiatement, tout ce que j'assumais pour lui. Les courses que je faisais pour la maison diminuèrent. L'argent de poche que je lui glissais parfois cessa. Les repas que je préparais pour deux devinrent des repas pour une seule personne. Je continuais à vivre avec lui, mais j'avais cessé d'être son soutien invisible. Je n'étais plus le filet de sécurité sur lequel il pouvait rebondir à chaque fois qu'il se laissait tomber. Je me retirais, lentement, méthodiquement. Et j'observais. Je vis alors émerger chez lui des comportements que je n'avais jamais remarqués auparavant, ou peut-être que j'avais trop longtemps refusé de voir. La nervosité, l'impatience, une légère agressivité dans ses gestes, des journées entières passées à sortir sans but clair, des nuits qu'il passait à errer dans la maison, incapable de trouver du repos. Je voyais qu'il commençait à ressentir ce que j'avais ressenti pendant des mois, l'insécurité, le doute, l'inconfort. Mais je n'éprouvais pas de satisfaction à ce constat. Ce n'était pas une vengeance joyeuse. C'était une leçon que je me devais de lui donner, même si elle me déchirait intérieurement. Un après-midi, j'aperçus dans ses yeux quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps, la peur. Une peur nue, presque enfantine. Comme s'il comprenait enfin que quelque chose lui échappait. Comme s'il réalisait que je n'étais plus aussi malléable, aussi disponible, aussi aveugle qu'il l'avait cru. Il ne me parla pas. Il ne tenta pas de me regarder. Il se contenta de s'enfermer dans sa chambre à double tour, comme si ce geste lui donnait encore un semblant de contrôle. Je ressentis alors une étrange sensation, un mélange d'amertume et de soulagement. Il commençait à comprendre. Pas tout. Pas encore. Mais assez pour que mon plan commence à produire ses effets. Puis je mis en place la dernière étape de cette transformation silencieuse.
Je pris un rendez-vous pour revoir mes assurances, mes contrats, mes papiers de succession. Je fis en sorte que plus rien dans ma vie ne dépende de lui. Que plus aucun document ne lui permette d'accéder à quoi que ce soit. Que mon avenir, mes biens, mes économies soient protégés de sa négligence ou de son avidité. Je laissai une trace claire, écrite noir sur blanc, que je ne voulais plus qu'il puisse toucher à ce que j'avais construit seul. Pendant plusieurs jours, il sembla perdu, déphasé, comme s'il ne savait plus où il en était. Je continuais ma vie, imperturbable, presque paisible. Pour la première fois depuis des années, je ressentais un sentiment de sécurité. Non pas parce que j'avais éloigné le danger, mais parce que j'avais enfin cessé de dépendre d'une illusion. Je voyais mon fils tel qu'il était devenu, avec ses failles, ses démons, ses manques. Et je voyais aussi ce que j'étais devenue, une femme qui avait appris, douloureusement mais sûrement, à se protéger, même contre ceux qu'elle aimait le plus. Ce que je n'avais pas prévu, toutefois, c'était ce qui allait arriver ensuite. Car lorsqu'un enfant voit que la source de sa facilité se tarit, lorsqu'il sent le sol se dérober sous ses pieds, il peut réagir de deux façons, apprendre ou détruire. Et mon fils, ce soir-là, allait choisir une voie qui allait bouleverser tout ce que je croyais encore maîtriser. Ce soir-là, je sentis dans l'air quelque chose de différent, une tension presque électrique, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le soleil s'était couché depuis longtemps et seule la lueur terne du lampadaire devant la fenêtre filtrait à travers les rideaux. Je rangeais quelques papiers quand j'entendis ses pas, lourds, irréguliers, monter les escaliers. Il ne marchait jamais ainsi. Il avait ce pas léger, cette manière de se déplacer rapidement, presque instinctivement. Mais cette nuit-là, il avançait comme quelqu'un qui portait un poids immense, invisible, un poids qui écrasait chaque mouvement. Je restai immobile, attendant de savoir ce qu'il allait faire. Depuis quelques semaines, je l'observais sombrer dans une forme de tourmente silencieuse. Il ne comprenait plus ce qui se passait autour de lui. Il sentait que quelque chose avait changé, mais il n'arrivait pas à assembler les pièces. Il n'avait plus accès à mon argent, mes comptes étaient bloqués, mes habitudes avaient été modifiées, mes gestes étaient devenus précis et distants. Je me retirais, doucement mais fermement, de son quotidien, comme un fil qu'on tire lentement d'un tissu jusqu'à ce qu'il se défasse. Et ce soir-là, la rupture semblait inévitable. Il resta longtemps devant la porte de ma chambre. Je pouvais entendre son souffle, irrégulier, presque tremblant. Je sentais qu'il hésitait, qu'il cherchait à comprendre, qu'il voulait probablement poser des questions qu'il n'oserait jamais formuler. Et pourtant, il ne franchit pas le seuil. Il se contenta de rester là, comme un fantôme prisonnier entre deux mondes, incapable d'avancer ou de reculer. Finalement, il repartit dans sa chambre et ferma la porte d'un geste lourd. Ce petit son sec résonna dans ma poitrine comme un coup final. Je compris que quelque chose venait de se rompre, quelque chose encore plus profond que le lien entre une mère et son fils. Ce soir-là, il avait pris conscience non pas de ce que j'avais fait, mais de ce qu'il avait perdu. Et parfois, la perte est plus traumatisante que n'importe quelle confrontation. Les jours suivants, il devint presque silencieux. Il ne sortait plus de sa chambre, il ne mangeait qu'à peine, il ne participait plus à rien dans la maison. Je le voyais traverser le couloir comme une ombre, les épaules affaissées, le visage marqué par des nuits sans sommeil. Il semblait chercher une issue dans un labyrinthe qu'il avait lui-même construit. Il n'avait plus la maîtrise sur rien, ni sur l'argent, ni sur ses habitudes, ni sur ma confiance. C'est alors que je compris qu'il n'avait jamais vraiment voulu assumer les conséquences de ses choix. Il avait toujours compté sur moi pour tout porter, tout réparer, tout supporter. Et maintenant que je me retirais, il se retrouvait confronté à sa propre faiblesse. Je n'en tirais aucune joie. Contrairement à ce que certains pourraient croire, la vengeance n'apporte pas de satisfaction brûlante. Elle apporte une forme de calme, oui, mais un calme triste,
dépourvu de triomphe. C'était une nécessité, pas un plaisir. Un acte de survie, pas de cruauté. Un matin, alors que je prenais mon café dans la cuisine, je réalisai quelque chose qui allait marquer un tournant définitif. Je compris que mon fils ne cherchait pas à se reprendre. Il n'essayait pas de changer. Il ne tentait pas de comprendre. Il se contentait de s'effondrer intérieurement, attendant peut-être que je revienne, que je cède, que je redevienne cette mère qui réparait tout. Il espérait que la situation se rétablirait d'elle-même, comme si mon silence et ma distance n'étaient qu'une phase. Mais non. Cette fois-ci, tout était différent. Cette fois-ci, je n'avais plus la force de revenir en arrière. Je me surpris à regarder mon fils avec une lucidité nouvelle. Je ne voyais plus l'enfant que j'avais élevé, ni l'adolescent perdu que j'avais essayé de guider. Je voyais un homme qui refusait de devenir adulte, un homme qui vivait dans une dépendance invisible, un homme qui prenait ce qu'il voulait sans jamais donner en retour. Je voyais quelqu'un que je n'aurais pas choisi de garder près de moi si le lien du sang n'avait pas existé. Et cette réalisation fut douloureuse, mais essentielle. Une idée naquit alors en moi, une idée que je n'avais pas envisagée auparavant. Une idée qui allait changer le cours de nos vies. Je savais que si je continuais à vivre avec lui dans cette maison, nous allions sombrer ensemble. Je savais qu'il n'apprendrait rien tant que je serais là, tant qu'il pourrait compter sur moi, même dans le silence. Je savais que ma présence était devenue un refuge toxique pour lui. Un refuge qui l'empêchait de grandir. J'ai alors commencé à préparer quelque chose dont je n'aurais jamais cru capable, mon départ. Je n'avais pas l'intention de le mettre dehors. Je ne voulais pas le jeter dans la rue comme un étranger. Mais je savais que si je partais, si je cessais d'être son centre, son pilier, son soutien invisible, il serait forcé, pour la première fois de sa vie, de regarder la réalité en face. De se confronter à lui-même. De prendre en main son propre destin. Pendant plusieurs semaines, je planifiais chaque détail en secret. Je cherchais un petit appartement dans un quartier calme, loin de tout ce qui me rappelait notre histoire. Je mis de côté ce dont j'avais besoin, je triais mes affaires, je rangeais mes souvenirs dans des cartons, je fis mes valises dans le silence d'une nuit après l'autre. Je ne laissais rien au hasard. Je savais que si je voulais partir sans drame, je devais me préparer méthodiquement. Et plus je préparais mon départ, plus je sentais en moi un mélange étrange de tristesse et de liberté. Comme si je me débarrassais d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Le jour où tout fut prêt, je me réveillai très tôt. La maison était silencieuse. Mon fils dormait encore. Je regardais une dernière fois les murs, les meubles, le couloir où j'avais vu ses premiers pas, les pièces où s'étaient déroulés tant de moments de notre vie commune. Et je compris que rien de tout cela ne m'appartenait plus. La maison n'était plus un foyer. Elle était devenue une prison émotionnelle où chacun de nous se perdait un peu plus chaque jour. Je laissai une simple lettre. Pas pour demander pardon. Pas pour expliquer en détail. Juste quelques lignes pour dire que je partais, que j'avais besoin de me reconstruire, que j'espérais qu'il ferait face à sa vie avec responsabilité. Rien de plus. Rien de moins. Puis je quittai la maison. Sans me retourner. Quand je refermai la porte derrière moi, je sentis une vague d'émotions m'envahir, non pas de regret, mais de soulagement. J'avais accompli ce que je devais accomplir. Je n'avais pas crié, je n'avais pas explosé, je n'avais pas humilié mon fils. J'avais simplement retiré le sol sous ses pieds avec la même discrétion qu'il avait utilisée pour voler mon argent. C'était ma vengeance, douce, silencieuse, mais définitive. Les semaines qui suivirent furent étranges. Je vivais seul pour la première fois depuis des décennies. La solitude ne me faisait plus peur. Elle me guérissait. Je recommençais à respirer. À penser pour moi. À construire une vie qui n'était plus centrée sur les besoins d'un autre. Je me sentais renaître, lentement mais sûrement. Je n'eus pas de nouvelles de mon fils pendant longtemps.
Je savais qu'il devait affronter ses propres choix, ses propres erreurs. Je savais qu'il devait apprendre ce que signifie perdre une présence qu'il avait toujours tenue pour acquise. Et quelque part, au fond de moi, je savais que si un jour il voulait revenir, il devrait le faire en adulte, pas en enfant caché derrière des mensonges. Je n'attendais plus rien de lui. Je n'espérais plus rien. J'avais arrêté de vouloir réparer ce qui ne voulait pas être réparé. Et dans ce détachement, je trouvais enfin la paix que je cherchais depuis si longtemps. C'était la fin de notre ancienne histoire. Et le début de la mienne.